J'aime la chasse, l'émission qui défend la chasse et la ruralité. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Comme à mon habitude, j'ai le plaisir d'être accompagnée ce soir de notre rédacteur en chef, Denis Plat. Bonsoir Denis. Bonsoir Amélie, salut Patrick. Et on a le plaisir cette semaine de retrouver Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir vous deux, bonsoir tout le monde. Nous aurons également le plaisir ce soir d'accueillir Pierre Deloy-Guilbert à propos du lancement du livre blanc sur la chasse de la Fondation Françoise Sommer. Au sommaire de l'émission de ce soir, les actualités de la chasse et de la ruralité. Un rapport alarmant sur le déclin des populations d'oiseaux communs en France. À Senlis, la justice condamne un veneur. Nous parlerons ce soir de l'échinococose et du cas d'un jeune chasseur de lin qui a dû subir une ablation d'une partie du foie. En Dordogne, des miradors ont été vandalisés par des voyous. En Bretagne, un commerçant interdit sa boutique aux chasseurs. Patrick nous dira ce qu'il a pu voir sur les réseaux cette semaine. Denis, quant à lui, nous dira ce qu'il a pu lire dans les médias cette semaine. Le livre de la semaine ce soir, La bête du Gévaudan de Jean-Marc Morisseau. Notre dossier de la semaine, le livre blanc de la Fondation François Sommer sur l'avenir de la chasse. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, c'est parti. Denis, on démarre ces actualités avec un rapport assez alarmant. Oui, voire alarmiste. Oui, le Muséum national d'histoire naturelle, en partenariat avec l'Office français de la biodiversité et la LPO, ont diffusé les conclusions d'une étude qui a porté sur l'état des populations d'oiseaux communs en France. C'est une étude qui a duré 20 ans. Qui a analysé l'état des populations de 123 espèces d'oiseaux en France. Donc c'est une étude assez générale, assez importante, presque exhaustive sur les oiseaux communs en France. Les résultats sont assez alarmants en effet. En cause, le bilan est évident, les populations de ces oiseaux sont en baisse. Alors, il y a une baisse différente, les baisses sont différentes suivant les milieux. Les 2 baisses les plus importantes concernent les milieux agricoles et le milieu urbain. Ce n'est pas un hasard, depuis les années 50, avec le remembrement, l'arrachage des haies, le début d'une agriculture parfois un peu intensive et un petit peu trop utilisatrice de produits bizarres, bien évidemment ça a joué, ça a eu un impact très fort sur les populations d'oiseaux, d'insectes et donc d'oiseaux. Moins de nourriture, moins d'abris. En ville, on constate une baisse à peu près équivalente, moins 28% en milieu agricole, moins 27 et des broutilles en milieu urbain. Une très légère baisse de ces espèces communes en milieu forestier, moins 9% seulement. Et puis, il y a les espèces générales, les milieux généralistes qui, eux, se portent bien et augmentent. En effet, les populations, par exemple, de pigeons augmentent un peu partout, à la fois en ville et à la campagne. Oui, la ville et nos citadins, évidemment, on peut accuser le modèle agricole, mais enfin, je pense aussi que le citoyen lambda pourrait se poser des questions, car cela concerne aussi les conséquences, les causes plutôt de cette diminution des oiseaux, tiennent aussi à notre attrait pour un certain mode de vie, grand consommateur d'énergie, qui conduit à artificialiser de plus en plus les sols, qui conduit aussi à une architecture de plus en plus utilitaire, en ville, avant, les oiseaux, dans les bâtiments anciens, avaient de quoi nicher et se protéger. Avec les immeubles modernes, il n'y a plus rien. Et ça m'a rappelé d'ailleurs cette belle phrase de John Ruskin, qui était un philosophe et un penseur du fin 19e, qui disait « L'architecture d'une ville est d'émouvoir et non d'offrir un simple service au corps de l'homme ». Je pense que certains de nos architectes ou donneurs d'ordre feraient bien de s'en rappeler. Donc on voit à l'écran les courbes un peu effrayantes du déclin de ces populations d'oiseaux communs, avec un déclin marqué pour le milieu agricole et le milieu urbain. Ce qu'il est intéressant d'en tirer comme conclusion, que nous en tirons comme conclusion, c'est que
contrairement à certains propos alarmistes et à certaines phrases dignes de l'Apocalypse selon Saint Jean, ce n'est pas la chasse qui est responsable de cette population, de ces baisses des populations d'oiseaux. Je rappelle quand même 2-3 petites phrases de certains sites de nos opposants ou de certaines déclarations grandiloquentes. La chasse est responsable de l'extinction de 33% des espèces qui ont disparu de la Terre, nous dit le rassemblement des opposants à la chasse. Ou alors encore, avec la chasse, c'est toute la nature qui agonise, nous dit Animal Cross. Animal Cross, un obscur groupuscule du sud-ouest de la France dont nous avions parlé la semaine dernière. Voilà, cette étude menée pendant 20 ans par des ornithologues, qui ne sont certainement pas tous des grands amis de la chasse, tend à prouver le contraire. On voit ici une infographie du Parisien qui montre les populations en régression et une population qui augmente particulièrement, le pigeon ramier, la fameuse palombe du sud-ouest. Or, que je sache, les populations qui diminuent ne sont pas chassées, les populations qui augmentent le sont, à l'image du pigeon ramier. Donc, mais ce n'est pas le seul. Les pigeons bisés, les canards colverts, les tourterelles turques, les populations de grives, toutes espèces confondues, sont stables, voire en légère augmentation. Donc voilà des conclusions intéressantes à en tirer. La chasse n'est pas responsable. Absolument pas responsable, c'est un mode de vie, c'est un mode d'agriculture. Voilà, on aimerait vraiment que les opposants à la chasse se penchent sur ces chiffres et nous fassent quelques commentaires. Tu parlais d'urbanisme, notamment les vitres, les grandes baies vitrées, les maisons modernes font payer un certain tribut aux oiseaux qui viennent s'écraser dedans. Tout à fait. Puis ça ne parle pas des chats, mais les chats domestiques, je pense, sont responsables. Allez, tout le monde le sait. Faut pas en parler, mais moi j'en parle et j'approuve les déclarations de notre président Schrein qui disait que c'était un fléau pour la biodiversité et en particulier pour les petits oiseaux. C'est évident. Donc voilà, on aimerait que les opposants à la chasse se posent les bonnes questions. Je pense que c'est un peu trop compliqué pour Jean-Kévin, comme dirait Franck Allais, et puis que leur cerveau embrumé par le dogmatisme n'est pas prêt d'entendre ce genre d'arguments qui sont pourtant des arguments recevables. Voilà. C'est sûr. Autre actualité ce soir, Denis, tu voulais nous parler de la condamnation d'un veneur à Senlis. Ah oui, alors là, extrêmement surprenant. Que se passe-t-il ? En décembre dernier, le rallye des Trois Forêts, qui est un rallye de chasse à courre, de vénerie, est en forêt. Rien de plus normal pour un équipage de vénerie. Il croise un promeneur un peu irascible et très anti-chasse. Que se passe-t-il ? Celui-ci se met en travers de l'allée, il a un bâton et des chiens avec lui. Avec le bâton, il fait peur aux chevaux, il en frapperait même un ou deux, il menace, il hurle, il tempête. Un des cavaliers tombe, se fracture la cheville et le poignet. Eh bien, que croyez-vous ? Alors, que se passe-t-il ensuite ? Un des veneurs descend de cheval, plaque l'homme au sol, mais il le plaque au sol et l'interpelle en vue de le remettre aux autorités. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva ? Le promeneur irascible a porté plainte et c'est le veneur qui est condamné à 1 000 € d'amende. C'est quand même assez surprenant. Donc aujourd'hui, on peut entraver de manière illégale un acte légal de chasse, menacer des chasseurs avec un bâton, faire tomber un cavalier et lui causer deux fractures, eh bien, c'est celui qui essaie d'empêcher cela qui est condamné. C'est assez extraordinaire. Je crois que ce promeneur irascible, pour ne pas l'appeler autrement, j'ai bien d'autres qualificatifs qui me viennent à l'esprit, mais si ça se trouve, l'émission est écoutée par des enfants, je ne voudrais pas donner le mauvais exemple. Je crois qu'il devrait passer lui aussi en procès parce que l'équipage ou quelqu'un a porté plainte contre lui. J'espère que la sévérité du tribunal s'appliquera de manière proportionnée aux actes commis par l'un et par l'autre. Voilà. Il faudra suivre ça. Oui, on va le suivre car c'est assez surprenant quand même. C'est un peu le monde à l'envers. Autre actualité, Denis, tu voulais nous parler de l'échinococos ce soir avec justement un jeune chasseur de lin qui vient de subir une ablation d'une partie du foie à cause Oui, j'ai vu cela suite à une communication de la Fédération départementale des chasseurs de lin qui annonçait que malheureusement, un jeune chasseur du département avait dû subir cette ablation d'une partie du foie suite à la contraction par
au fait qu'il avait contracté l'échinococose. Donc, nous souhaitons bien entendu à ce jeune chasseur un prompt rétablissement et puis surtout beaucoup de courage pour les traitements à venir, parce que les traitements qui vont suivre seront très lourds. On sait tous que l'échinococose est une zoonose qui est transmise par un ver. Il y a différents moyens d'être contaminé, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Le principal vecteur dans nos campagnes est le renard. Le problème, c'est qu'on peut contracter cette maladie-là et elle se déclenche des années et des années après. Ouais. Donc on ne sait jamais vraiment ce qui a causé la contamination. Donc il y a un certain nombre de précautions à prendre pour éviter cette contamination, en particulier dans certaines zones. On voit ici à l'écran une carte de France. Bien dans les France. Voilà. Alors, la partie est de la France, en gros, est touchée, vraiment touchée, et une grosse partie du Massif central aussi. Il faut savoir que c'est une maladie qui n'existe que dans l'hémisphère nord. J'ai découvert ça en préparant cela. Je ne savais pas, je pensais que c'était répandu sur toute la surface du globe. Non, seulement dans l'hémisphère nord. Et ça attaque le foie et ça cause des tumeurs assez importantes. On voit ici ce que donne à la radiographie un foie contaminé, c'est pas très sympathique. Donc les recommandations sont connues de l'ensemble des chasseurs, mais il est toujours bon de les répéter. Ne pas manipuler de cadavres de renards à main nue. Ça, surtout en le tenant par la queue, je vois ça, parce que c'est derrière que ça se passe. C'est souvent dans les poils, dans la partie la plus importante de la fourrure. Les chasseurs à main nue qui portent fièrement le renard par la queue. Non, des gants. Cuire certains aliments à plus de 60 degrés, au moins pendant 5 à 6 minutes. Plus de 30 minutes, Denis. Ça dépend de la température de cuisson, mais oui, on peut dire 30 minutes pour être certain. De toute manière, le gibier ne se mange pas en tartare, peut-être le chevreuil, mais certainement pas le sanglier. Pour les promeneurs ou les chasseurs qui ramasseraient des baies ou des fruits au sol, pas de choses ramassées à moins de 30 cm de hauteur, puisque les déjections des animaux infectés sont à cette hauteur-là, grand maximum, ou en tout cas les laver abondamment après. Congeler à moins 20 degrés dans nos frigos de famille, ça ne tue absolument pas les germes. Il faut congeler à moins 80, ce qui n'est pas le cas de nos congélateurs, domestiques. Pour nos chiens aussi, il est important de prendre des précautions, parce que non seulement ils peuvent la contracter, mais nous la communiquer. Ne pas les nourrir avec des abats crus. Éviter de se faire trop les chouiller par nos animaux de compagnie. Bien les vermifuger dans les endroits infectés. Il y a des produits qui sont vraiment adaptés, donc consulter son vétérinaire si on a un doute, et les vermifuger fréquemment avec ces produits spécifiques. Voilà. Et puis, pour les chasseurs, la saison de l'approche a commencé, et les chasseurs qui savent faire ou qui ont un peu de chance pourront éventuellement avoir des animaux à vider et à découper, porter des gants pendant ces opérations-là. Trop souvent, on entend « Oh, alors, t'es un homme, fais ça à main nue. » C'est idiot. Il suffit qu'on ait quelques micro-coupures sur les mains et on pourrait se contaminer comme ça. Donc, et pas que pour les échinococoses, parce que les staphylocoques, et autres. Je crois que porter des gants lors des opérations d'éviscération du grand gibier est absolument indispensable. Voilà. Bon, merci pour ce rappel de précaution, Denis. Tu voulais nous parler également d'actes anti-chasse qui se sont passés en Dordogne. Eh oui, même en Dordogne. Ce paradis du bien vivre, la Dordogne, le Périgord, n'est pas épargné. Alors que se passe-t-il ? Ça se passe à Plazac. L'amicale des chasseurs de Plazac a constaté que, je crois, 5 de ces miradors avaient été dégradés ou renversés. Acte de vandalisme dont on sait très bien d'où ils viennent, d'accord. Mais je rappelle quand même que, ces miradors sont mis en place pour des questions de sécurité, de manière à avoir des tirs les plus fichants possibles. Je ne crois pas qu'ils soient très sensibles à ça. Ils ne sont absolument pas sensibles à ça, mais démonter ou détériorer quelque chose comme ça pourrait s'apparenter à de la mise en danger d'autrui. D'autant plus que ces miradors avaient été installés sur des terrains privés. Donc il y a destruction de biens d'autrui et violation de propriété privée. Ça fait 3 délits, c'est pas mal.
Évidemment, le président de l'association de chasse locale est désolé, dépité. Il dit « En ce qui nous concerne, la chasse n'est pas un jeu, comme certains sûrement mal informés peuvent le penser. Elle fait partie de la vie active et des traditions de nos villages de campagne. Nous ne nous laisserons pas dicter la marche à suivre par des individus qui ne connaissent rien à la nature et se laissent guider par des idées farfelues qui circulent sur les réseaux sociaux. » Il a bien raison de le dire. Et il ajoute, si dans le futur de tels actes se reproduisaient, une plainte serait déposée. Alors, j'ai envie de dire au président, tout de suite. Non, président, vous allez le faire tout de suite, il ne faut rien laisser passer. Tolérance zéro vis-à-vis de ce genre d'actes perpétrés par des voyous, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que les enquêtes suivent quand il y a pas... Alors, justement, pose la question. Tolérance zéro me rappelle la déclaration fracassante d'un procureur de la région qui disait à partir de maintenant, il y aura tolérance zéro pour les chasseurs. J'aimerais que ce même procureur applique la même tolérance zéro à l'égard de ces voyous qui commettent en une seule fois 3 délits. J'aimerais savoir les suites de cette affaire. Et puisque ça se passait dans la région de la Dordogne, cette belle région du Périgord, je me suis un peu renseigné, je me suis rendu compte qu'il y avait en Dordogne le siège d'un petit groupuscule qui s'appelle le FAC, le Front Anti-Chasse. Donc je suis allé voir ce qu'était le Front Anti-Chasse, parce qu'ils ont une page Facebook. Ils sont installés dans un petit village qui s'appelle Montignac, sur les gorges de la Vézère. Mais leur page Facebook est révélatrice de leur vraie nature. Mensonges, injures, calomnies, manipulations. On voit par exemple un montage qu'ils ont fait à partir, vous savez, de cette collection le ceci pour les nuls, les maths pour les nuls, l'informatique pour les nuls, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont fait là la chasse pour les nuls. Et j'ai entouré en rouge ce qu'il y avait sur la couverture. Bon voilà, 4 phrases. Injures, insultes, mensonges. Voilà, c'est pas mal. On voit aussi, un peu plus bas sur leur page, alors la photo qui a tourné sur tous les groupes anti-chasse de France et de Navarre, où on voit des sacs en papier remplis de cartouches. Et la légende, c'est voilà ce que, en une balade en forêt, l'association Green a ramassé. Ces abrutis de chasseurs laissant traîner leurs cartouches. Alors désolé pour vous, les oiseaux, mais le fake, la manipulation a été démontée. Ces sacs proviennent d'une collecte de cartouches lors d'une compétition de ball-trap dans un club. Et elles n'étaient absolument pas dispersées dans la nature. Désolé pour vous, mais vous mentez et vous manipulez, c'est absolument inadmissible. Et puis, très clairement, il y avait beaucoup de cartouches qui traînaient, c'est une mauvaise habitude il y a quelques dizaines d'années. Ce n'est plus le cas mais maintenant. C'est plus le cas. Voilà. Non, puis même, il n'y en avait même pas tant que cela, puisque moi, je me rappelle, gamin, et mon grand-père et mon entourage et mon père m'ont toujours dit « Denis, tes cartouches ». Bon voilà, ces amoureux de la nature, comme ils aiment se nommer, ne sont ni démocrates, ni objectifs. Ils ne respectent absolument pas les règles de base de la vie en société. On peut d'ailleurs aussi se demander, compte tenu de la pauvreté de leur publication, s'il s'agit d'adolescents attardés ou simplement d'activistes incultes. Mais en tout cas, si ce sont eux qui sont à l'origine de ces vandalismes, de ces actes de vandalisme, ce sont certainement des voyous. Voilà. Autre actualité totalement hallucinante, ça se passe en Bretagne. Un commerçant a apposé sur sa porte d'entrée un écriteau indiquant « Chasseur, entrée interdite ». Oui, on a l'impression de se retrouver au fin fond de l'Alabama, de la Géorgie ou du Mississippi dans les années du début du XXe siècle. Entrée interdite au noir. Alors c'est un chasseur breton qui est de la région et qui, passant devant ce commerce, et a été estomaqué. Il s'est arrêté, il a pris une photo et nous l'a envoyée. Et en effet, ce commerçant d'une petite bourgade du Finistère a apposé cet écriteau « Chasseur, entrée interdite ». C'est illégal, non ? Alors, premièrement, c'est plus que choquant. C'est choquant, évidemment. Mais ça montre l'irrespect total de ce monsieur à l'égard d'une catégorie entière de la population française. Imaginez qu'il est marqué à la place de chasseur autre chose. Voilà. Et puis, j'aimerais aussi rajouter que c'est complètement illégal, à la fois au titre du Code pénal et du Code de la consommation.
il semblait. Donc, article 225.2 du Code pénal, d'accord. La discrimination définie, blablabla, est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle consiste à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service. Or, en refusant l'entrée de son commerce à des gens, il refuse la fourniture d'un bien ou d'un service. De surcroît, lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public, ce qui est le cas d'un commerce, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et l'article L121.11, vous voyez, j'ai fait des devoirs j'ai potassé, du Code de la consommation, précise qu'il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime. Or, je ne crois pas que le fait d'être chasseur soit un motif légitime. Voilà. Je ne pense pas. Bon. Je précise que j'ai le nom et l'adresse de ce monsieur, mais que, dans un souci d'humanité, nous ne le diffuserons pas. Voilà. Bon, affaire à suivre. Nous sommes beaucoup plus humains qu'il ne l'est. C'est sûr. Patrick, on passe à ta chronique en direct des réseaux. Eh ben, en direct des réseaux, cette semaine sur Twitter, alors c'est pas directement lié à la chasse, mais j'ai relevé cette petite publication de GRW, d'une boutique bio parisienne, où on voit des haricots, des melons, etc. Alors les prix peuvent paraître abordables, mais j'ai vu... je me suis rendu compte, grâce à GRW, qu'en fait c'était au 100 grammes. Donc ils vendent les légumes au 100 grammes, comme les langoustes ou d'autres produits de luxe, on va dire. Ce qui fait quand même 21 € le kilo de haricots. Ah ouais, là ça commence à taper. Hein. Donc faites pousser vos haricots. Le bio est un vrai business. Et tout le monde dit, que ce soit Emma Ducrot, que ce soit la présidente de la FNSEA, ils disent tous que manger bio, voilà, il n'est pas prouvé que manger bio soit un bienfait. Voilà. Donc en plus, par contre, c'est vraiment un problème pour le portefeuille. Ah ben là, oui, c'est clair. Alors je continue Franc Allais, j'en parle à chaque fois quasiment, donc je fais mon petit tour sur Franc Allais. Là, il nous présente, alors on se serait passé, mais je ne connaissais pas La Relève et la Peste, un groupe qui se dit clairement anti-chasse. Et il relève des aberrations qui sortent, la chasse à courre, une des branches de la battue, il parle de la vénerie sous terre qui consiste à détruire les terriers, enfin les approximations habituelles. Merci à Franc Allais de les avoir relevées, même si ça ne les empêchera certainement pas de sévir. Toujours sur les réseaux, j'ai vu le relais de ce petit article du Figaro sur les éoliennes. Alors, je crois que tu en as parlé la semaine dernière, mais les éoliennes circulaires qui pressent les préfets d'accélérer leur déploiement attaqué en justice. Donc c'est Barbara Pompili qui presse les préfets de mettre des éoliennes avant que la justice intervienne. Je trouve ça un peu limite. En fait, oui, elle a demandé au préfet de cartographier l'ensemble des zones possibles d'implantation possible d'éoliennes. Et d'activer la chose. Compte tenu des réticences de plus en plus fortes de la population française à les voir s'installer à proximité de chez eux. N'écoutant que son grand sens de la démocratie, Barbara Pompili donne un ordre, cartographier et installer. Voilà. C'est clair. Voilà, je suis passé sur la garderie fédérale qui rappelle aux promeneurs qu'il ne faut surtout pas toucher aux fauns, levreaux et autres jeunes animaux. Denis, tu nous avais fait un article là-dessus, donc j'en profite pour rappeler... On l'a rappelé dans l'émission aussi. Oui, de la semaine dernière. Mais il faut toujours le rappeler. Oui. On rabâche. Voilà, après il y a un certain nombre de réactions, Franc Allais notamment, sur justement ce que tu viens d'évoquer, sur le jugement de Senlis et un certain nombre de tweetos qui sont assez interpellés sur la condamnation de l'agresseur agressé en fait. Voilà, et pour finir, un petit coucou à Dory Chasseresse qui va passer son permis et on lui souhaite évidemment de réussir, de devenir une chasseresse accomplie. Nous croisons les doigts pour elle. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon, merci Patrick. Denis, on va passer à ta chronique Les Brèves du Chasseur. Les brèves seront brèves aujourd'hui. J'ai vu passer il y a quelque temps des communiqués triomphalistes d'un certain nombre d'associations des amis des animaux, vous savez, avec ces Z un peu partout, qui se réjouissaient d'un arrêté de la justice administrative qui interdisait le tir de nuit des renards dans certaines zones de France. Et c'est marrant parce que une semaine après, je vois dans la presse régionale et locale aussi, en particulier dans les Yvelines, et là c'est tiré de 78 Actu, que les renards font trop de dégâts, à la fois sur les poulaillers et sur les chats,
dans ces zones périurbaines et qu'ils seront piégés et abattus. Voilà. Et oui, en effet. Et ils sont vecteurs d'échinococose, me semble-t-il. Oui, aussi. J'ai vu dans Ouest France, alors quelque chose qui peut se lier à l'actu précédente, c'est que c'est aux herbiers et les agriculteurs en ont assez, trop de dégâts commis par les corbeaux freux. Et ils font des demandes de tir, des demandes de battues sur ces oiseaux-là qui... Voilà, on le dit, on le répète, en période de semis, il arrive aux agriculteurs d'avoir à ressemer entièrement des champs, parce qu'ils sont suivis par des nuées d'oiseaux. Alors évidemment, les amis des animaux s'insurgent en disant mais il faudrait mettre des filets, il faudrait arrêter la monoculture de ceci. Les rééduquer, non ? Ou rééduquer éventuellement les corbeaux freux. Mais le problème c'est que les corbeaux freux, quand ils mangent des graines, ils sont un peu véganes, donc les rééduquer à quoi, je ne sais pas. Mais ils ne sont pas que mangeurs de graines, les corbeaux freux. Voilà, ce qui aussi m'amène à dire qu'il est important que les agriculteurs déclarent ces dégâts. Pourquoi ? Non pas parce qu'ils seront indemnisés, ils ne sont indemnisés que pour les dégâts commis par le grand gibier. Mais le fait de déclarer les dégâts commis par la petite faune permet, lorsque ces dégâts atteignent un certain seuil, de déclarer les responsables de ces dégâts ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, et donc de leur, je dirais, affecter un traitement adéquat. Voilà. Et, une fois qu'un animal est considéré comme ésode, il est chassable, il est tirable, piégeable et régulable. Voilà. Il va y avoir une grosse actualité là-dessus parce que les listes sont renouvelées l'année prochaine et il est grand temps pour les fédérations de collecter des informations pour maintenir les listes, sachant que l'administration est de plus en plus vigilante. Oui. Et j'en profite pour dire que nous sommes en train de livrer une petite application sur la thématique qui va permettre aux fédérations de le faire et qui devrait être disponible en test d'ici fin juin. Alors, bien. Elle sera très utile et très utilisée, je pense. Mais les fédérations départementales, mais aussi les fédérations départementales d'agriculture, les chambres départementales d'agriculture doivent envoyer à tous leurs adhérents départementaux, tous les agriculteurs du département, des rappels à ce propos. C'est extrêmement important. Non pas, encore une fois, je répète, parce qu'il y aura indemnisation, mais parce que dans ce cas-là, certains animaux peuvent être classés ésodes. Et les particuliers, parce que sur les poulaillers, les prédations sur les poulaillers, c'est pareil, ça permet de monter des dossiers sur les ésodes pour maintenir ces listes, voilà. Parce que l'administration demande que ce soit chiffré, ces dégâts. Bataille sur les données. Votre brève, Denis ? La dernière des brèves est là pas réjouissante. Notre ami Eddy Pujalon, qui est tête de liste pour le mouvement de la ruralité en Nouvelle-Aquitaine, accompagné de la vedette, le député Jean Lassalle, a subi une déconvenue récemment. La Tribune, le quotidien régional important et presque monopolistique, a organisé un débat entre 6 des 8 tête de liste aux élections régionales. Donc la Tribune avait décidé d'écarter 2 listes, dont celle d'Eddy Pujalon et du mouvement de la ruralité. J'ai vu ça, on le voit à l'écran, dans Valeurs Actuelles, mais c'est aussi paru dans la presse locale, autre que la Tribune bien entendu, qui ne se vante pas de cette atteinte à la démocratie et à la liberté d'expression. Car si ces listes sont autorisées à se présenter aux élections, elles devraient avoir droit à la même équité que les autres. Et je ne vois pas en quoi la Tribune est légitime à décider que telle liste est plus importante que telle autre. Donc nous aimerions dire à la direction de la Tribune que cette décision est absolument indigne et qu'elle ne les honore pas. Voilà. Et nous encourageons les chasseurs de Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs d'aller voter au régional. Tout à fait. Pour la liste qu'ils veulent, éventuellement celle d'Eddy. Il y a celle du mouvement de la ruralité, entre autres. Voilà. On passe à ton conseil lecture de la semaine. Denis, tu voulais mettre en avant un nouveau livre cette semaine. Oui, alors je précise. Un nouveau livre, pardon. Un livre récent. Un livre alors, récent. Je tiens à dire tout de suite que je vais conseiller, ça m'arrive rarement, ça ne m'est encore jamais arrivé, un livre que je n'ai pas encore lu. Mais il s'agit de La Bête du Gévaudan de Jean-Marc Morisseau. On m'en a parlé, on m'en a dit le plus grand bien, et surtout j'avais noté
que M. Morisseau, l'auteur, alors connaît très très bien le loup. C'est un Normand. Il a beaucoup étudié le loup au travers de l'histoire, mais le loup aussi dans la société d'aujourd'hui. Et il a des réflexions extrêmement intéressantes à propos du loup. J'avais lu une interview de lui il y a quelque temps, je crois que c'était au printemps ou à l'automne, je pense. Voilà, il disait... le vrai souci, à propos du loup, c'est l'idéologie. Le loup fait partie de notre imaginaire et de notre culture. Ces passions idéologiques qui se déchaînent actuellement découlent du fait que seuls 5% de la population française savent ce que le loup peut faire ou en sont directement victimes. Les 95% autres ne l'ont jamais vu ni jamais subi. Le loup est doublement protégé par la Convention de Berne d'une part et par la directive Habitat de l'Union européenne. Durant des siècles, il était nécessaire et prioritaire de le détruire. Aujourd'hui, on doit le défendre au nom de la biodiversité, en oubliant les ravages qu'il a pu commettre. Alors qu'il n'est plus en voie de disparition, il est présent dans toute l'Europe. L'État français a menti aux éleveurs en 1992 lorsque le loup est réapparu dans les Alpes, sous le ministère de Ségolène Royal. On a menti aux éleveurs, dit-il, en leur disant « mais non, ce sont des chiens errants ». Voilà, donc le livre que je vais m'empresser de lire de Jean-Marc Morisseau parle de la bête du Gévaudan, on connaît tous l'histoire, il replonge dans cette affaire qui a défrayé la chronique à la fin du XVIIIe siècle et qui n'a jamais été réellement résolue. Était-ce un loup, était-ce un molosse, était-ce un homme déguisé, ce qu'on appellerait aujourd'hui un tueur en série, mais enfin c'est quand même, on lui attribue une centaine de victimes dans la région du Gévaudan. Voilà, donc je pense que le regard de Jean-Marc Morisseau sur cette affaire doit être assez intéressant et je ne manquerai pas d'en faire un compte-rendu une fois que je l'aurai lu. Très bien. On peut peut-être passer la petite vidéo sur le loup, comme tu parles de loup. Ah oui, on m'a adressé, plus exactement, un ami serbe, chasseur, m'a adressé une vidéo absolument stupéfiante. Ça se passe en Russie, dans la région de Kirov. On voit la vidéo là en ce moment, et quand un loup a faim, il passera n'importe où. On voit un loup qui escalade une clôture, il a repéré une proie de l'autre côté, cette clôture fait probablement 3 mètres, voire plus de haut, il grimpe et bascule de l'autre côté, c'est impressionnant. Alors voilà, ça permet de relativiser les merveilleux conseils que nous donnent les amis du loup, mais protégez vos troupeaux en mettant des clôtures, ayez des patous, ainsi de suite. Je rappelle quand même que récemment un cheval a été tué dans les Alpes de Haute-Provence, il y avait des patous. Ils arrivent. On est bien d'accord. On passe maintenant à notre dossier de la semaine.
Cette émission touche à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Un merci spécial également aux téléspectateurs qu'on voit toutes les semaines nous suivre. Hein. On repère les fidèles, nos super fans. Encore merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et sur notre site J'aime la chasse. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour la dernière émission avant l'été. Et n'oubliez pas également de noter dans vos agendas la date du 24 juin pour notre salon spécial Affût approche. On vous souhaite une excellente soirée et à dimanche prochain.